Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mai. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Fil Éco, votre magazine qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Dans l'actualité de cette semaine, le Conseil départemental a présenté sa politique en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Nous reviendrons sur la convention qui a été signée avec Pôle emploi. Les dépôts-ventes yvelinois sont-ils en crise depuis plusieurs années? Leur nombre ne cesse de diminuer dans les Yvelines, comme à Versailles, où la Fée et le Lutin, un dépôt-vente pour enfants, est dans une situation difficile. C'est un milieu confidentiel et un métier de confiance dont nous allons vous parler dans le métier de la semaine. Éric Parcy est marchand de chevaux. Il a accepté de nous parler de sa profession. Et cette semaine, dans l'entretien de la semaine, nous allons parler du GRETA. Le GRETA fête ses 40 ans. Le GRETA, ce sont les structures de l'éducation nationale qui organisent des formations pour adultes dans la plupart des métiers. On peut y préparer un diplôme ou y suivre un simple module de formation. Avec nous pour en parler en plateau aujourd'hui, Marie-Hélène Ponce. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, pardon. Vous êtes conseillère en formation continue au GRETA des Yvelines. Nous reviendrons donc avec vous sur les missions, les actions, mais aussi l'avenir du GRETA. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Le Conseil départemental a présenté cette semaine sa politique en faveur de l'insertion socio-professionnelle. Une convention a ainsi été signée avec Pôle emploi, facilitant la coordination des services. L'insertion professionnelle dans les Yvelines va aussi s'articuler autour d'Activity, une agence d'insertion, mais aussi la création d'une auto-école sociale. Regardez ce reportage de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Multiples signatures ce matin entre le Conseil départemental, Pôle emploi et l'État pour permettre une meilleure coordination des services départementaux et de Pôle emploi. Plusieurs signatures mais un seul but, l'insertion socio-professionnelle des personnes les plus en difficulté, les chômeurs longue durée. C'est des personnes qui sont confrontées à des difficultés de logement, des difficultés sociales, des difficultés de garde d'enfants, des personnes qui sont en risque d'expulsion par exemple, ou des personnes qui ont des problématiques de santé importantes. 1200 personnes devraient être accompagnées d'ici l'été par les 17 employés de Pôle emploi associés à des binômes issus du conseil départemental. Les Yvelines ont vu une très forte augmentation du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active, autre cible de cette politique avec près de 38% en 5 ans. Le RSA représente 10% du budget du département. J'ai pas de voiture, j'habite en Grande Couronne, il n'y a pas de gare là où j'habite, donc je ne peux pas trouver un emploi. Comme j'ai pas d'emploi, je ne peux pas trouver un logement. Ou comme j'ai pas d'emploi, je ne peux pas acheter une voiture. Et voilà. Et tout ça fait qu'on va essayer d'apporter par réponse, point par point, mais réponse en même temps. 2 autres initiatives ont été présentées ce matin, la création d'une auto-école sociale et le lancement d'Activity, une agence d'aide à l'emploi. C'est du personnel de la collectivité mis à disposition. Donc aujourd'hui, l'agence, c'est 9 personnes au niveau de Versailles, mais on est en train de constituer des équipes sur les territoires pour qu'elles soient en relation étroite avec les collectivités, avec les associations, avec tous les partenaires qui travaillent en direction de la question de l'emploi. Activity aura 1 voire 2 équipes sur Saint-Quentin en Yvelines. Pôle emploi recensait 87 880 chômeurs dans les Yvelines pour le mois de mars 2015. Et transport à présent, une réunion avait lieu ce mercredi soir à Guyancourt concernant la ligne 18 du Grand Paris Express, ligne qui doit relier Orly à Versailles-Chantier en passant par Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 400 personnes étaient présentes, l'occasion de se pencher sur les coûts engendrés par ce projet de super métro automatique autour de Paris. Il devrait coûter 22,6 milliards d'euros, mais pour pouvoir circuler la ligne 18, il faudra être patient. La mise en service n'est pas avant une dizaine d'années. Enfin, la ville de Jouy-en-Josas fête le bicentenaire d'Oberkampf, le fondateur de la manufacture royale. À cette occasion, plusieurs clubs d'entrepreneurs se sont donné rendez-vous jeudi dernier pour la première rencontre interclub du territoire sur le thème « L'entrepreneuriat d'Oberkampf à aujourd'hui ». Objectif, échanger sur les clés du succès de l'entrepreneuriat dans un monde en mutation, en prenant pour exemple une figure locale et marquante, comme nous l'explique Michel Boucher-Lamontagne, président du club des entrepreneurs de Jouy-en-Josas. Oberkampf a été un employeur social. Certains disent que c'est un des inventeurs de la sécurité sociale. On a également regardé les aspects commercialisation des idées. Par exemple, Oberkampf a été le premier
à se dire qu'il valait mieux constituer des stocks. Et donc il a inventé la vente sur stock plutôt que de produire à la commande, ce qui était le cas précédemment. Les entreprises de plus de 300 salariés doivent avoir négocié un contrat de génération dans lequel figure un volet transmission des savoirs et des compétences. Une réunion sur cette thématique était organisée par la Maison de l'Emploi et de la Formation et le Club FAS. Le plus échangé sur les bonnes pratiques. Catherine Dulato. Assystem, 12 000 collaborateurs, dont 7 000 en France, une moyenne d'âge de 36 ans, c'est jeune. Pourtant, la question de la transmission des savoirs et des compétences se pose pour cette multinationale spécialisée dans le nucléaire et qui ouvre 1500 recrutements cette année. Aujourd'hui, Assystem est né dans les années 60, 66 exactement, dans les métiers liés au nucléaire. Donc on a des experts qui sont rentrés dans la société dans ces années-là, qui ont construit les centrales et aujourd'hui on est sur le démantèlement des centrales. Donc du coup, c'est eux qui ont toute la technicité de ce qui s'est passé il y a plus de 40 ans. Et pour transmettre ces savoirs, depuis 2008, l'entreprise a mis en place des instituts de formation. C'est accompagné d'un programme dédié aux apprentis, d'un principe de compagnonnage et de parrainage. Il n'y a pas d'obligation légale en la matière, mais les entreprises de plus de 300 salariés sont censées avoir négocié un contrat de génération qui intègre ce volet transmission des compétences. Et sur ce plan, tout n'est pas si simple. C'est pas inné de transmettre, tout le monde n'a pas ni la volonté ni la capacité à transmettre, ça se prépare, ça s'organise, il faut déjà faire un état des lieux de la situation, voir ce qu'on transmet, dans quels objectifs, et puis préparer les acteurs pour transmettre et formaliser les choses. Et les tuteurs et les apprenants qui vont aussi recevoir ces compétences pour organiser tout ça. C'est une vraie question aujourd'hui de dire comment je permets à ma société et aux collaborateurs qui sont dans ma société de transmettre du coup leur savoir, que ça soit des savoir-être, des savoir-faire. Comment je leur permets de donner du coup soit à une jeune génération, soit à des personnes qui changent de métier ces informations-là, et comment je les rends aussi à l'aise à transmettre ces informations. Une réunion d'information était organisée par la Maison de l'Emploi et le Club FAS à la demande des entreprises. L'idée, c'était d'avoir un expert spécialiste de cette question. Donc, nous avons fait appel pour cela à l'ARACT Île-de-France et également d'avoir des témoignages d'entreprises, donc des choses beaucoup plus concrètes qui permettent, puisque c'est aussi une demande des entreprises, de pouvoir échanger des bonnes pratiques. Et en la matière, le premier conseil à donner aux entreprises, identifier les compétences à transmettre et avoir un regard sur la pyramide des âges de sa société pour ne pas attendre le dernier moment. Des conseils peuvent être pris sur le site de l'ARACT. La Maison de l'Emploi sert également de relais. Et nous allons parler maintenant de formation continue pour les adultes avec l'entretien de la semaine, c'est tout de suite. Et je le rappelle, nous sommes en plateau avec Marie-Hélène Ponce, qui est conseillère en formation continue au Greta des Yvelines. Alors le Greta, je le rappelle, c'est un groupement d'établissements publics d'enseignement qui mutualisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour les adultes. Alors Marie-Hélène Ponce, la mission du Greta, c'est avant tout d'accompagner les adultes, de leur offrir un nouveau moyen de se former, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors on peut avoir des adultes à partir de 17-18 ans, bien sûr, qui sortent un peu du système scolaire et qui ont envie d'aller se former avec des adultes en contrat de professionnalisation par exemple. On peut avoir des adultes qui ont eu un autre métier qui veulent se reconvertir au travers d'un FONGECIF, un congé individuel de la formation. On peut avoir des demandeurs d'emploi aussi par Pôle emploi, puisqu'on a un certain nombre de formations qui sont financées par la région et par Pôle emploi. Et puis des individuels qui ont besoin de se former sur des champs plus spécifiques et plus pointus. Alors vous venez de fêter vos 40 ans, oui. C'est important. Qu'est-ce que ça signifie pour le Greta de cet anniversaire? Alors c'est très important parce que 40 ans, 40 ans d'existence et puis encore certainement 40 ans de plus, si ce n'est plus. Et en même temps, nous allons fêter le regroupement, c'est-à-dire que sur les Yvelines, nous étions deux Greta, celle en Yvelines et Versailles Formation, et nous nous regroupons à partir du 1er septembre pour faire un seul Greta départemental. 40 ans, c'est quand même une longue période d'existence. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on change plus facilement de métier? Oui, bon, ça c'est évident. Déjà le marché du travail, les structures, les organisations des entreprises, les nouveaux métiers, le fait de se former sur des champs plus pointus, et puis les opportunités qu'il faut savoir saisir maintenant, parce qu'avec la mondialisation, on circule tout autour de la Terre, dans les pays européens ou vers les États-Unis, et il faut être capable de bouger, oui. Les personnes qui veulent faire une formation au Greta sont des gens qui ne trouvent pas de travail dans leur secteur et qui se sont obligés
de ce... Personne n'est obligé, hein, bien sûr, mais je pense qu'il y a une réelle motivation et on travaille beaucoup sur le projet de la personne, sa motivation en entretien et voir les débouchés qui sont possibles pour elle. Alors justement, comment ça se passe si on veut changer de métier ou avoir justement une formation Greta, quelle démarche on fait, comment ça se passe ensuite le parcours, les étapes? On nous contacte, hein, donc soit ce sont des formations qui sont proposées par la région, donc ils ont eu accès à ces formations par l'intermédiaire de Pôle emploi ou par eux-mêmes, ils ont été sur des sites comme Défi Métiers, où ils viennent indépendamment, nous contactent et puis nous leur disons ce qu'il est possible de faire, comment on peut travailler ensemble, sur quoi on peut les positionner et on vérifie toujours le projet professionnel. Quel diplôme on peut obtenir grâce au Greta? Alors, on peut aller du CAP au BTS, hein, principalement, sur des formations diplômantes. Alors, diplômante certifiante éducation nationale, ministère de la Santé, ministère du Travail, et puis sur des parcours plus professionnalisants avec une attestation de compétences. Est-ce qu'il y a justement des adaptations, on s'adapte par rapport à la personne qui peut-être exerce encore son métier? Alors, bien sûr, la formation pour adultes, c'est, je vais dire, presque une forme d'individualisation. On s'adapte, l'adulte n'apprend pas comme un plus jeune, il est plus motivé, il a déjà un certain nombre de bagages derrière lui, donc automatiquement les formateurs s'adaptent. Oui. Est-ce que justement les publics concernés, il y a aussi des gens qui veulent complètement changer de métier, comme on le voit, la reconversion professionnelle? Eh bien justement, aux 40 ans des Greta, j'avais invité 2 personnes, un monsieur qui a travaillé sur l'informatique pendant une quinzaine d'années et une dame chez Orange. Et cette dame participait à notre fête puisqu'elle avait un food truck. Elle a pu enfin faire la formation qui lui convenait, c'est-à-dire un CAP cuisine ou pâtissier, et elle est venue compléter le buffet qui avait été organisé pour ses 40 ans. Justement, donc on a beaucoup de personnes comme ça, et très motivées. Justement, pas de souci. Justement, la cuisine, ça fait partie des formations les plus demandées? Oui, la cuisine, le bâtiment et le sanitaire et social. Est-ce que vous orientez aussi les personnes qui veulent se former, ce qu'on appelle les stagiaires, c'est ça, il me semble, par rapport au contexte économique, au milieu qui marche mieux, au secteur qui marche mieux? Oui, bien sûr, parce que si on a plus de formations financées par la région, ça correspond à un besoin qui a été identifié. Donc généralement, c'est là-dessus, hein, sur les tendances du marché qui sont données par la région et les formations conventionnées, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir une formation sur un an. Est-ce qu'il y a peut-être des gens qui s'imaginent vouloir changer, avoir des formations, mais qui ont peut-être des réticences? Qu'est-ce que vous leur diriez dans ce cas-là? Je leur dirais d'y aller, de ne pas hésiter, hein, parce que, comme je dis souvent, la Terre tourne, il faut qu'on reste sur la Terre et qu'on avance avec la société et tous ces changements. Donc il faut y aller, il faut venir nous voir. Et justement, par rapport, vous avez donc fêté vos 40 ans, comment s'annonce le futur du Greta? Eh bien, le futur s'annonce bien, donc on va se regrouper. On va faire une entité départementale avec une visibilité plus accessible, un seul lieu, et puis des antennes sur tout le territoire pour déployer nos formations. Justement, donc des nouvelles initiatives vont être mises en place. Je le rappelle, si vous voulez plus d'informations sur le Greta, un site internet www.greta.ac-versailles.fr. Merci beaucoup, Marie-Hélène Ponce, d'être venue sur notre plateau pour nous parler du Greta. Nous continuons notre émission avec le chiffre de la semaine qui est également sur le Greta. 20 421, c'est le nombre de stagiaires, donc de personnes en formation, qui sont passés par les Greta de l'Académie de Versailles en 2013. Cette même année, 624 bilans de compétences ont été réalisés et le taux de réussite et de certification des stagiaires au diplôme a été de 92%. Et je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec l'entreprise de la semaine. Connaissez-vous les dépôts-ventes? Ce sont des magasins où vous pouvez vendre des choses dont vous ne voulez plus et acheter de nouveaux articles de deuxième main ou parfois quasiment neufs. Avec la mode des brocantes, la tendance à chiner, on pourrait penser que ces commerces connaissent un certain succès. Pourtant, dans les Yvelines, ce n'est pas forcément le cas. Ils ferment de plus en plus de dépôts-ventes. Nous sommes allés à Versailles, dans l'un des derniers encore ouverts. Il s'appelle La Fée et le Lutin et il connaît une situation difficile. Regardez ce reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude et Romain Respigny pour le montage. Ça, c'est du 2 ans au 8 ans sur cette penderie. J'ai trouvé ça là. Quelques explications pour aiguiller une cliente un peu perdue. Pourtant, les dépôts-ventes entrent de plus en plus dans la routine des consommateurs. On n'y trouve plus seulement des meubles ou des antiquités. Acheteurs ou vendeurs, chacun a ses raisons d'y venir. On vend des choses, on achète des choses. Oui. Avant d'acheter neuf, on regarde toujours s'il y a pas ce qui nous intéresse d'occasion. J'ai eu des jumelles et donc j'ai des produits particuliers au double.
Je n'avais pas envie de jeter et je voulais revendre. Ici, j'ai le service. Je peux déposer et après, je ne dois plus m'en occuper. Je préfère voir toucher, voir directement et acheter directement en main propre. Donc voilà. Maintenant, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. C'est vrai que j'habite plutôt à Versailles-Centre et il faut venir jusqu'ici. Donc je ne viens pas souvent. Paradoxalement, si cette nouvelle façon de consommer s'avère tendance, dans les Yvelines, les dépôts-ventes ferment les uns après les autres. Astrid Siri a ouvert le sien il y a 2 ans et demi. Elle touche un petit pourcentage sur ce que ses déposantes lui laissent et vend aussi des articles neufs. Malgré sa clientèle fidèle, elle pourrait bientôt devoir fermer boutique. On va vous demander des charges exorbitantes. Pour un t-shirt, par exemple, à 4 €, vous avez 1 € qui vous rentre dans la caisse. Avec ça, il faut payer les charges, le loyer, accessoirement un salaire. C'est pas possible du tout. Donc il faudrait que l'État revoie vraiment sérieusement le système des dépôts-ventes, puisque tout le monde ferme les uns derrière les autres. En l'espace de 2 ans et demi où je suis ouverte, il y en a 6 dans la région qui ont fermé. Des charges lourdes liées au régime du RSI, le régime social des indépendants de France, auquel les propriétaires de dépôts-ventes sont soumis. Ils seraient trop onéreux, selon le syndicat national du commerce, de l'antiquité, de l'occasion et des galeries d'art. Il y a quand même une manifestation qui s'est déroulée le 9 mars devant l'Assemblée nationale à ce sujet, puisqu'il y avait trop de charges, et puis on ne sait pas, et on nous, par rapport à des assurances traditionnelles, où on a 2 ou 3% de frais de gestion, là on est plutôt dans des frais de gestion qui sont de l'ordre de 10 ou 12%. Donc c'est quand même anormal, il y a des choses qui ne sont pas bien logiques. Et ce n'est pas l'unique problème. La concurrence d'Internet et les sites de troc ou de vente de particulier à particulier sont autant de facteurs qui affaiblissent les dépôts-ventes. Les prix du marché sont ainsi cassés par des non-professionnels et cela touche même des secteurs comme la décoration ou l'ameublement. Je trouve que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Donc c'est de plus en plus compliqué à cause d'Internet et de la crise économique, puisque bon, on nous dit qu'il y a une reprise aujourd'hui, on ne la voit pas, enfin on ne la sent pas. Moi, en ce qui me concerne ici, bien que j'ai perdu des concurrents dans le secteur, sur les 5-6 km tout autour, je vois moins de clients que l'année dernière. Alors les Yvelinois pas suffisamment adeptes des dépôts-ventes. La situation reste très variable d'un territoire à l'autre. En France, il existe plus de 13 000 dépôts-ventes. Le chiffre d'affaires du secteur dépasse les 2 milliards d'euros. Vous aimez les chevaux? Ça tombe bien, on en parle tout de suite dans le métier de la semaine. Éric Parcy est un expert du monde équin depuis plus de 40 ans. Il exerce une profession peu commune, celle de marchand de chevaux. C'est donc pas par hasard qu'il s'est installé dans le département des Yvelines, véritable terre de cheval qui facilite son commerce. Nous l'avons suivi lors d'une rencontre avec un client afin d'en savoir un peu plus sur sa profession. Yolène Thorez et Élodie Moine. Bonjour, entrez. Éric Parcy reçoit son client chez lui dans la commune yvelinoise de Laqueux-les-Yvelines. Ensemble, ils discutent du profil des chevaux qui seront présentés tout à l'heure. Il y en a un qui est plutôt un cheval chaud, sanguin. L'autre, par contre, qui se monte un gros filet, muserolle française, une martingale, et qui est plutôt un peu froid. Éric Parcy exerce un métier peu connu, celui de marchand de chevaux. Il évalue les animaux, les négocie, les achète et les présente à la vente. Une passion qu'il exerce depuis plus de 40 ans et qui fait de lui un véritable expert aujourd'hui. Bon, on y va alors. Je vous en prie. Pas de temps à perdre, Éric va faire tester ses chevaux à son client dans une écurie quelques kilomètres plus loin. Chez lui, il ne s'agit que d'une écurie de transit. N'ayant pas les installations nécessaires pour faire travailler les animaux, ils sont entretenus et valorisés ici par des cavaliers. Alors celui-ci, le père est un fils de Baloubet du Rouet et la mère, Kidam de Revel, cheval de 10 ans. Bruno, le client, cherche un cheval facile à monter pour faire des concours. Il s'est alors tourné vers Éric, qu'il connaît depuis bon nombre d'années. C'est un ensemble de choses qu'on regarde chez un cheval. Qu'est-ce que vous regardez là par exemple? Il faut qu'il soit agréable, tout simplement, pour tout. À regarder, à manipuler, à monter, et confortable. Après avoir scellé et présenté le cheval au client, direction la carrière. Le client observe d'abord l'animal avec son cavalier avant de monter à son tour. Voilà. Fais 1 ou 2 allers-retours dessus comme ça. Vous avez beaucoup de cavaliers qui montent très bien à cheval, habiles, et qui peuvent vous masquer, sans le vouloir d'ailleurs, pas forcément, les défauts du cheval, etc. Vous ne vous en rendez compte que quand vous montez dessus. Lors de l'essai, Éric se fait toujours discret et laisse son client se faire sa propre opinion. Mais grâce à son expertise, il devine rapidement si le contact passe entre les deux. Là, il est frais, il est tonique, bon voilà. Peut-être un peu de trop, on va dire. On va aller voir l'autre.
Bruno ne semble pas convaincu par ce premier essai. D'après lui, la monture correspond mieux à son cavalier actuel. Du poney au cheval de compétition, Eric achète et revend des chevaux de selle de tout type. Un métier auquel il a été initié dès son plus jeune âge, lorsqu'il a croisé la route d'un marchand de chevaux en Normandie. C'est comme dans n'importe quel commerce, le bénéfice se fait à l'achat. Si le cheval est bien acheté, automatiquement, vous en tirez un bénéfice minimum qui vous permet d'en vivre. Environ 3 000 € pour un cheval de promenade, plus de 5 000 € pour un cheval de compétition. Les prix varient par rapport à la régularité de leur performance, par exemple. La négociation entre aussi en jeu. Quand vous avez un cheval qui est bien dressé, qui recule, qui appuie, qui change de pied, qui se met en place, etc., il y a toujours des clients, qui est gentil, qui est facile à monter, etc., il y a toujours des clients pour acheter ça. Donc c'est un type de cheval qui est quand même recherché. Depuis 1972, il connaît les besoins et a su se constituer un véritable réseau. Eric vend la plupart de ses animaux en Europe et achète principalement en France, pays d'élevage. Ah non, il est bien là. Cavalier depuis plusieurs mois de ses 2 chevaux, Antoine s'est attaché à eux, mais il en est conscient. Ils peuvent être vendus du jour au lendemain et quitter son écurie. Ça me touche un petit peu, mais on est dans l'obligation de vendre des chevaux pour gagner sa vie, donc il faut bien qu'il parte. S'il doit partir là, il part là. L'essai continue avec le 2e cheval. Ça a l'air de bien se passer si vous voulez prendre la combinaison. Tout de suite, Eric le voit, son client semble mieux s'accorder avec ce cheval. Dans ce genre d'histoire-là, on propose et puis l'acheteur dispose. Hein, c'est lui qui fait son choix. Mais c'est vrai qu'il s'accorde bien avec. Je préfère ce cheval-là, parce que d'abord il saute plus en ligne, il se vrille pas, et j'ai des meilleures sensations dessus. Bruno doit voir d'autres chevaux avant de faire son choix. Il reviendra peut-être le tester d'ici quelques semaines. En attendant, Eric profite de sa monture. Quelques jours ou quelques mois, il ne garde jamais ses chevaux très longtemps. Répartis dans toute la France, il en compte parfois jusqu'à 70. Il y a des chevaux qui sont particulièrement attachants, etc. Et j'ai monté aussi un petit peu en concours, comme ça, etc. Il y a des chevaux, on les vend un petit peu avec un petit pincement de cœur, mais c'est la règle du jeu, donc voilà, hein, faut faire avec. Depuis ses débuts, ce passionné ne compte plus les chevaux qu'il a achetés et vendus, sûrement des milliers. La retraite, il n'y pense même pas. Tant que la santé lui permet, il continuera. La fin de notre émission, mais avant de nous quitter, je vous propose de regarder avec moi l'agenda de la semaine. Deux rendez-vous cette semaine, mais il faudra vous décider car ils ont tous les deux lieu le lundi 1er juin. La Cité des métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines propose un atelier d'une journée sur le thème du changement de métier. Nous en parlons tout à l'heure. L'atelier commence à 9h et finit à 17h30. Aidé par un conseiller, vous pourrez établir une liste de vos compétences et en réfléchir pour votre transfert. Il faut s'inscrire pour participer à cet atelier qui sera suivi d'une seconde séance. Enfin, le deuxième rendez-vous, c'est une conférence débat qui a lieu également ce lundi 1er juin à 18h30 à l'hôtel de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le thème de la transmission d'entreprise. C'est animé par le MEDEF des Yvelines et là aussi, il faut s'inscrire. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco. Au revoir.